présidentielle du côté du Gabon, présidentielle donc fixée à l'année prochaine, Ali Bongo crée tout simplement le doute sur sa future ou non candidature justement dans ce pays de l'Afrique centrale. Il faut le rappeler lors de son discours donc à la nation gabonaise à l'occasion effectivement de la célébration de l'indépendance de ce pays-là. Le président Ali Bongo a donc laissé persister justement des doutes sur sa future candidature ou non dans son pays sans toutefois confirmer ou encore infirmer cette candidature. Il a donc prononcé un discours chargé d'ambition, laissant la porte ouverte à un possible mandat. Du côté du Tchad, le dialogue national, c'est donc dans moins de 48 heures. Si pour le côté du gouvernement, les préparatifs vont bon train, au niveau de l'opposition, des manifestations sont annoncées dans les jours à venir, à compter donc du 19 août prochain et même le jour du dialogue fixé alors au 20 août prochain, ou au moment où justement certains chefs rebelles ont donc choisi de retourner au pays. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur For You Télévision. Bienvenue à cette édition du Grand Journal. Et nous y allons de plein pied, justement, avec l'actualité du côté du Gabon pour parler du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Ali Bongo Ondimba, donc, qui prépare sa candidature au poste de président de la République. Du moins, c'est la question que l'on se pose, car visiblement, dans un message à la nation à l'occasion de la commémoration du 62e anniversaire de l'indépendance, le chef de l'État a martelé que, je cite, « Jamais je ne vous abandonnerai », laissant penser qu'il a l'intention alors de briguer un troisième mandat de 7 ans. Cette annonce n'est pas nouvelle pour l'actuel locataire du Palais de la Rénovation. Il avait déjà fait le 12 mars dernier, c'était à l'occasion de la commémoration du 54e anniversaire du Parti démocratique gabonais. Il a averti qu'il va continuer dans les mois et les années à venir à nourrir des ambitions, de grandes ambitions justement pour le Gabon. Pour être réellement efficace, une action doit donc être inscrite dans la durée. Et pour ce faire, le chef de l'État précise qu'il va donc continuer à se tenir aux côtés des compatriotes, en particulier justement aux côtés des plus défavorisés, de ceux qui souffrent. La constitution gabonaise, il faut le rappeler, revisée en 2017, a fait donc sauter le verrou de la limitation des mandats présidentiels. Âgé donc de 73 ans, Ali Bongo se remet d'un accident vasculaire cérébral dont il a été victime le 24 octobre 2018. C'était lors d'un séjour officiel à Riyad, en Arabie Saoudite. Et donc, pour commenter encore cette actualité qui, donc depuis plus de 24 heures, n'a donc de cesse de faire les choux gras dans certaines rédactions, mais également au sein de certains groupes politiques d'opposition. Nous en parlons avec vous, Monsieur Pascal Tagia. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Linda, bonsoir à vous. Merci pour l'invitation de ce soir à propos de notre pays frère, le Gabon, tout à côté de nous. Merci encore. Alors, Monsieur Pascal Tagia, quand on entend des propos pareils d'un chef d'État, dont pour beaucoup, que ce soit des Gabonais et même des Africains, beaucoup ne l'imaginaient pas atteindre bien sûr cette année déjà de 2022, depuis l'accident, l'AVC, dont il a été victime en 2018. Oui, Linda, dire beaucoup ne l'attendaient pas. Sous ce temps, c'est peut-être ne pas bien connaître l'Afrique. Moi, personnellement, ça ne me surprend pas beaucoup. C'est vrai que nous allons plus dans le domaine rationnellement, ce serait ce qu'on pourrait penser, mais est-ce qu'en Afrique, le rationnel réellement tient place? Parce que déjà, quand il avait eu son accident cérébral, dans tous les cas,
on avait pensé qu'il allait démissionner. Ça aurait été un grand geste de patriotisme parce que même c'est une réalité, ce n'est pas un défaut, c'est une réalité parce que ce genre d'accident touche les neurones, touche le cerveau qui est central et tenir tout un pays de près de aujourd'hui 2 500 000 habitants environ et continuer de tenir le pays, cela montre un peu, est-ce que au fond c'est vraiment pour le peuple que nos élites africaines, nos présidents africains tiennent le pays. Là, ça va me permettre encore de parler d'un point dont j'ai eu souvent l'occasion d'en parler dans les médias. Je crois que pour l'Afrique, ça prendra encore beaucoup de temps à gérer ce problème d'élection et voir quelqu'un à la tête du pays qui est vraiment le vœu des populations, parce que c'est comme dans le féodalisme. S'il était dans le féodalisme, il attendrait qu'il meure pour le remplacer. Et même sur certaines lignes d'ailleurs de féodalisme que l'Afrique a connues pendant des millénaires, un qui est vraiment, qui aime son peuple, aurait demander à son fils de continuer. Mais je reviens donc pour dire un peu d'après votre question, Linda, ça ne me surprend pas beaucoup. Ce n'est pas, les hommes, les Gabonais s'étaient préparés à une grande fête, et là c'est une occasion rêvée pour déjà leur mettre, semer déjà, mettre la semence pour leur dire, écoutez, l'année prochaine en 2023, ne soyez pas surpris que je me présente encore aux élections. Donc là, dire, c'est pas seulement le Gabon. Il faut regarder notre élite africaine. Est-ce qu'elle est là vraiment? Est-ce qu'elle est là pour le peuple? C'est pire que dans le féodalisme, parce que lors du féodalisme, c'était vraiment un chef pour son peuple. Mais maintenant, avec ces systèmes qui nous ont été colportés, imposés par ces pays prédateurs, un système que même eux-mêmes n'ont pas maîtrisé, un système qu'ils ont apporté en fait pour continuer de régner à travers ce qu'ils mettent là. Est-ce que c'est vraiment adapté? Et là, ça mène tout le peuple. Le peuple africain, enfin, donne finalement beaucoup d'importance dans ces événements de transition, des élections, où beaucoup de sommes, des milliards sont dépensés qui auraient pu être utilisés ailleurs. La personne est vue au lieu de voir la réalité, les besoins du pays, parce qu'un pays comme le Gabon, avec sa population, on ne devrait pas parler de 20%. Oui, Linda. Oui, Monsieur Pascal Tagia, c'est vrai que vous parliez justement de la société africaine, mais là, à la seule différence qu'ailleurs, il y en avait qui étaient hyper vieux. Je pense ici à Robert Mugabe, qui était partant, compte tenu de son âge. Mais sauf que Ali Bongo Ondimba, physiquement, ça se voit que ça ne va pas, Monsieur Pascal Tagia. On a encore souvenance de cette visite, je crois, en Angleterre avec Boris Johnson, où il peinait justement à poser, à marquer les pas. Est-ce que c'est de ça que le Gabon a besoin? Non, justement, ce n'est pas de cela que le Gabon a besoin. Mais comme j'ai dit le rationnel, est-ce que c'est ce qui dirige habituellement nos États, l'élite africaine en général, à y aller? Parce que c'est un peu, il y a des jeux cachés. Vous avez une épouse qui est blanche, mais on passe le temps à dire, les autres, par exemple, dans Ping, par exemple, il était d'origine, on assiste, et puis on martèle, il est plutôt chinois. Ça, c'est des faux problèmes. Les vrais problèmes du pays sont là. Je crois que ce monsieur, quand il est arrivé à la tête du Gabon, il a justement lancé beaucoup d'espoir dans ce sens de la diversification de l'économie. Mais où est-ce qu'il en est aujourd'hui? Avec ce cas d'accident cérébral qui est un cas naturel où pratiquement il devait prendre du temps pour aller maintenant se reposer, mais il s'impose encore. Est-ce que c'est même lui qui s'impose? Est-ce que ce ne sont pas des forces qui sont au-dessus? Et c'est dans ce jeu-là que l'Afrique se retrouve. C'est pour cela que tu dis, le système féodal où l'Afrique se trouvait avant est encore mieux que ces jeux où on nous parle de voter et puis on met les gens qui en fait, je ne crois pas qu'ils sont vraiment pour le développement du peuple. Le Gabon, avec toutes ses richesses, on ne devrait pas parler de 20 km de route goudronnée et en faire une affaire d'excellence qui s'est passée en une année. Ça ne devrait pas. Or, c'est ce qui saute dans ce discours.
et puis parler de jeter les bananes, les pots de bananes sur la route. Nous devons tous construire le Gabon en allant, alors que tout le monde connaît son état financier. Ouais. Non, je pense que c'est vraiment pas beaucoup parler de rationnel dans le cas de l'Afrique en général, et peut-être spécialement du Gabon, un petit pays avec toutes ses richesses, parce que le cas du Congo, on comprend, le Congo est très vaste. Mais le Congo a une grosse population. Mais parler d'un pays comme le Gabon et parler d'un président qui passe le temps à marteler sur les 20 km de route, ou bien combien qu'il a fait en un an, je dis qu'il y a quelque chose qui ne tient pas. Et à dire à tout le peuple, écoutez, l'année prochaine, en 2023, on va mettre 50 milliards sur les routes. Non, attendez un peu là, écoutez, ça c'est se moquer des populations. Donc je pense qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je pense qu'il faut le dire. Merci beaucoup à vous, Monsieur Pascal Tagia. Merci de nous avoir accordé votre temps. Nous savons très précieux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Le beaucoup. grand journal se poursuit donc sur For You Télévision. Et puis nous allons dans un autre pays, toujours de l'Afrique centrale. C'est du côté du Tchad. Et donc le jeu de mots, dialogue national inclusif, est donc sur toutes les lèvres. Et ceci depuis plus de 5 mois déjà, mais sauf que de plus en plus, au fur et à mesure qu'on se rapproche de la toute dernière date arrêtée, qui est bien sûr celle du 20 août prochain, on va donc le dire. Ces 3 jeux de mots, dialogue national inclusif, sont donc plus que présents et occupent dorénavant les différentes sphères du côté du pays de Tourmaï. Et donc une question également subsiste. Que va-t-il se passer le 20 août au Tchad, ce dialogue tant attendu, et donc aura-t-il finalement lieu? Des questions justement qui, à quelques heures du début des assises, qui doivent commencer notamment le 20 août prochain, restent sans réponse, car côté opposition, ça reste corsé. Une partie de l'opposition, en l'occurrence Succès Masra, mais également d'autres formations appartenant à la coalition Wakit Tama, voilà, annonce donc des manifestations déjà demain, 19 août, mais aussi le jour même annoncé pour le dialogue, qui est bien sûr le 20 août prochain. Moira nous en dit plus. À 48 heures de la tenue du dialogue national inclusif, le doute persiste au sein de certains quartiers généraux. Si tout est fin prêt, selon les organisateurs de ce dialogue qui rassurent, durant 3 semaines, les participants vont plancher sur 5 thématiques à savoir paix, cohésion sociale et réconciliation nationale, la forme de l'État, les réformes du processus électoral, les questions sociétales et les droits et libertés fondamentales. De l'autre côté, l'opposition proteste. Certains partis politiques et organisations de la société civile jugent ces assises non inclusives et n'entendent pas y prendre part. Ils appellent d'ailleurs à des manifestations les 19 et 20 août prochains contre la tenue de ce dialogue et exigent la mise sur pied d'un comité paritaire pour l'organisation de ces assises. Selon Max Longar, avocat et porte-parole de la coalition de l'opposition Wakit Tama, leurs exigences sont inscrites à l'angle de la clairvoyance et du bon sens. C'est sauf un régime illégitime et illégal qui ne veut pas de la vérité et de la transparence qui sont des critères phares et cardinaux de gouvernance. Par conséquent, l'opposition ne croit pas à l'issue de ce dialogue et c'est pourquoi ils seront dans la rue et sont prêts à mourir à l'exemple des victimes du 27 avril pour que les gens ouvrent les yeux, regardent que ce qui se passe au Tchad est inadmissible. Les opposants à la transition entendent également créer un gouvernement de salut et lancer une campagne de désobéissance civile jusqu'à satisfaction de leurs revendications. Alors, si cette partie de l'opposition est décidée à boycotter la tenue du dialogue national, ou du moins le début des assises consacrées bien sûr au dialogue national, il y a par contre certains Tchadiens, parmi lesquels certains chefs rebelles qui ont donc décidé de rentrer au Bercail après avoir donc signé cet accord de paix du côté de Doha où s'est donc tenu le pré-dialogue. Et c'est donc le cas par exemple de le cas justement du chef rebelle Timan Erdimi qui est rentré ce jeudi matin même du côté de N'Djamena après avoir donc passé plus de 10
10 années, plus précisément 17 années en exil du côté du Qatar. Il a donc décidé de rentrer au Bercail. On rappelle que Timan, voilà, Erdimi est donc le chef de l'Union des forces de la résistance. Il est donc rentré parce qu'il est important pour lui de participer à ces assises qui démarrent donc à partir de samedi, qui doit donc déboucher sur des élections non seulement libres, mais également et démocratiques, et surtout le transfert du pouvoir aux civils. Guéni. L'espoir persiste pour bon nombre de Tchadiens de voir le pays organiser des élections libres et démocratiques. Après plusieurs reports, le forum de réconciliation va démarrer le 20 août 2022 en Djamena. Premier signe concret de cette marche vers le dialogue, Timan Erdimi, chef rebelle de l'UFR, l'Union des forces de la résistance, qui est rentré ce jeudi 18 août 2022 en Djamena. Il s'agit du neveu de l'ancien président Idriss Déby Itno, qui était à la tête des colonnes rebelles qui fondaient sur la capitale en 2019 et qui avait été stoppé par les bombes des Mirages 2000 largués par l'armée française. Timan Erdimi est de retour après 17 ans d'exil. Le chef de l'UFR est signataire de l'accord de Doha au Qatar. Après son offensive ratée, la justice tchadienne l'avait condamné par contumace à une peine d'emprisonnement à perpétuité. Selon un décret signé le mercredi 18 août 2022, le dialogue national inclusif sera souverain et ses résolutions seront exécutoires. À son arrivée à la tête du pays, Mahamad Idriss Déby Itno, le président du Conseil militaire de transition, avait promis d'organiser une rencontre entre l'opposition et l'armée pour permettre le transfert du pouvoir aux civils et les élections. Le dialogue, qui s'ouvrira samedi, doit déboucher sur des élections libres et démocratiques, ont promis les autorités tchadiennes. Une quarantaine de groupes rebelles, dont certains ont mené des offensives jusqu'à porte du palais présidentiel, participeront également à l'événement après avoir signé le 8 août 2022, au terme de 5 mois de négociations parfois houleuses, un accord de paix avec les militaires à Doha. Et nous poursuivons ce grand journal sur For You Télévision avec cette fois-ci des nouvelles pas du tout bonnes. Manifestations du côté de la République de Guinée. Il faut le dire, le bras de fer également de ce côté-là se poursuit entre le CNRD, mais également certains partis de l'opposition. Déjà, mercredi 17 août, des heurts nouveaux ont été enregistrés entre les forces de défense et de sécurité et bien évidemment la coalition des partis, syndicats et organisations de la société civile s'était réunie donc au sein du Front national pour la défense de la Constitution. Nouvel épisode d'affrontement qui traduit tout simplement le climat délétère dans lequel se trouve la Guinée, où décidément l'opposition fait alors preuve d'une témérité qui ne dit pas son nom. Une fois de plus, Nguéni. Entre pouvoir de transition et opposition, on se regarde toujours en chien de faïence. La faute a une témérité à nul autre pareille, affichée par les différents protagonistes. Les manifestations orchestrées par le Front national pour la défense de la Constitution sont à l'origine du climat délétère actuellement observé en Guinée. Passant outre sa dissolution par le pouvoir de transition, le FNDC a une fois de plus tenu à faire entendre sa voix, sauf que pour cette fois, la vigilance des forces de défense et de sécurité a fait toute la différence. Le FNDC, rappelons-le, réclame le retour à l'ordre constitutionnel et dénonce une confiscation du pouvoir par les autorités en place. De son côté, le pouvoir de transition ne désarme pas et tient plus que jamais à respecter son calendrier de transition fixé à 3 ans pour remettre le pouvoir aux civils. Chose que pour l'instant, opposition et organisations sous-régionales CEDEAO n'entendent pas de cette oreille. Un climat politique tendu, marqué par ailleurs par l'arrestation de Omar Silla et Ibrahima Diallo, 2 leaders du FNDC détenus depuis fin juillet 2022. Face à ces nouvelles crispations, la CEDEAO compte bien jouer ses cartes à fond et trouver une solution rapide qui satisfasse toutes les parties, avec la visite du médiateur Thomas Boni-Yahi annoncée en Guinée le 21 août 2022. Alors, pendant que la CEDEAO se prépare à se rendre du côté, bien sûr, de la République de Guinée, en espérant que d'ici là,
le calme serait plutôt revenu du côté bien sûr de l'Afrique australe. Il se tient donc depuis hier justement le sommet de la SADC et ça se passe en République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa, capitale justement de ce pays, qui donc depuis le 17 et qui va donc s'achever ce 18 août, le 42e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe s'y tient, placé sous le thème promouvoir l'industrialisation par le biais de l'agro-industrie, de l'enrichissement des minéraux et des chaînes de valeur régionales pour une croissance économique résiliente. En prenant ainsi la tête de la communauté, Félix Tshisekedi, le président congolais, a succédé ainsi à Lazarus Makarti Chakwera, le président du Malawi. Au cours de l'événement, les dissensions justement entre la RDC et le Rwanda sont à nouveau apparues à Kinshasa. Il faut rappeler que jusque-là, malgré effectivement toutes les médiations engagées jusqu'ici, Kinshasa continue d'accuser Kigali de soutenir le M23. Et c'est sur ce que nous refermons cette édition du Grand Journal sur For You Télévision. Merci d'avoir été des nôtres, chers téléspectateurs. Bonsoir.